Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de vous être déplacés pour assister à cette première conférence donc, dans le cadre du salon Vinequip, une conférence consacrée aux innovations technologiques dans le domaine de la viticulture. Et alors, évidemment, s'il y a comment dire, un secteur confronté à des enjeux multiples, que ce soit le changement climatique, l'évolution des habitudes de consommation, l'attractivité des métiers, la réduction de l'empreinte carbone ou encore la lutte contre la contrefaçon, la viticulture génère fatalement des innovations, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes pour un secteur qui est presque aussi vieux que l'humanité, mais il reste aujourd'hui un véritable moteur en termes d'innovation, et on va essayer justement avec nos 6 intervenants aujourd'hui de voir de quelle manière tout cela se décline, parce que l'innovation, ça peut être un peu une injonction qu'on lance comme ça un petit peu dans le vide, mais ce qu'il faut arriver à faire finalement, c'est la part des choses entre des poudres de perlimpinpin en quelque sorte, et puis des innovations qui sont de véritables apports au travail de la viticulture. On va essayer donc d'y voir un peu plus clair pour justement faire la part des choses entre une innovation qui serait une injonction un peu hors sol et un petit peu stérile finalement, et puis des choses qui sont véritablement porteuses d'avenir. Alors j'ai réuni donc pour cette table ronde 6 intervenants, enfin 5 intervenants et une intervenante. On a essayé de viser la parité, malheureusement, bon, c'était encore un peu difficile à réaliser, on fera mieux la prochaine fois. Je vais présenter très très rapidement nos 6 intervenants, et puis je reviendrai évidemment en fonction de leur prise de parole sur leurs fonctions. Nous avons donc avec nous Guillaume Père qui travaille au Vitilab du Vinipôle Bourgogne-Sud, mais on reviendra un petit peu sur ce que c'est exactement que cette structure. Nous avons Stéphane Bridet qui est viticulteur dans le nord de la Saône-et-Loire, à Rully. Marc Ouvrier, fondateur et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Vineis Projet. Jean-Marc Bourgon, pardon, excusez-moi. Jean-Marc Bourgon, qui est co-dirigeant d'une entreprise qui s'appelle MDP Team, basée dans le Jura. Maxime Lecoutalaire, qui travaille, lui, dans le domaine de la traçabilité et de la digitalisation, enfin du marquage, hein, pour faire simple, de tous les produits liés à la viticulture. Et puis Lise-Laure Martin, qui est donc directrice du pôle d'innovation agroécologique Agronov, qui est basé à côté de Dijon, et qui nous parlera justement de quelle manière on accompagne l'innovation dans le domaine de la viticulture. Je voulais commencer avec vous, Guillaume Père. Alors, vous travaillez au Vitilab du Vinipôle Bourgogne du Sud, hein, c'est bien ça. Alors, je voulais que vous m'expliquiez un petit peu, voilà, ce Vitilab, ce que c'est, parce que ça s'inclut dans un ensemble plus large. Et puis après, justement, on reviendra sur le travail que vous faites en matière d'innovation. Bonjour à tous. Donc oui, Guillaume Père, je suis responsable du Vitilab à Davaillé. Alors pour comprendre l'écosystème, le Vitilab, ça, c'est un pôle de Vinipôle Sud-Bourgogne, qui est une structure de recherche et développement. Voilà. Cette structure a été cofondée par la Chambre d'agriculture, par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et par le Conseil départemental. Voilà, ça, ce sont les membres fondateurs de la structure. On a aussi des membres associés. On a l'EPL de Davaillé, le Centre œnologique de Bourgogne et l'Institut français de la vigne et du vin. Voilà, ça c'est pour l'écosystème, comprendre que c'est plusieurs organismes pour avoir une synergie. Dans ce Vinipôle Sud-Bourgogne, on a 4 axes majeurs. On a un axe sur le changement climatique, un axe sur les expérimentations viticoles, notamment tout ce qui va être viticulture, agroécologie, agroforesterie et tout type d'expérimentation viticole, un axe sur le matériel végétal, et le dernier axe, le Vitilab, via tout ce qui est robotique numérique. Voilà, donc en gros, mon travail, moi, c'est d'accompagner la transition robotique numérique pour la filière viticole. Et alors là où c'était très intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est que vous êtes, alors c'est peut-être une image un peu facile, mais vous êtes une sorte de géotrouve-tout, c'est-à-dire que vous passez votre temps, finalement, à tester toutes sortes d'innovations. Alors il y en a certainement dans le lot qui sont extrêmement pertinentes, d'autres, bon, qu'il vaut mieux peut-être oublier. Mais voilà, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu globalement de ce travail que vous faites sur le test par rapport aux innovations technologiques. Alors globalement, voilà, une partie de mes missions, j'ai 3 grandes missions. Hein. Avant tout, c'est tester et d'expérimenter des solutions, mais des solutions de terrain. Donc on part d'une problématique pour trouver des solutions robotiques numériques en face. Ensuite, j'ai d'autres missions
on va dire plutôt de synergie avec certaines entreprises et en gros de gérer une sorte de tiers-lieu. Le Vitilab, c'est un tiers-lieu, donc on va aussi être amené à héberger des entreprises et faire de la synergie. Mais pour revenir à ce premier axe qui occupe une majeure partie de mon temps, oui, en gros, pour illustrer par des exemples, on va essayer des solutions robotiques, par exemple. Donc on va être en lien avec les roboticiens et faire des tests robotiques donc sur nos parcelles, parce qu'on a la chance d'avoir 10 hectares de vignes en domaines expérimentaux, en propriété. Un beau terrain de jeu. Un très beau terrain de jeu, voilà, ce qui nous permet de pouvoir tester toutes ces solutions. Donc de la robotique, on va passer par les objets connectés, tout ce qui va être capteurs, les drones, les capteurs de reconnaissance de symptômes ou de maladies liés avec des solutions d'intelligence artificielle. On a aussi fait des tests, par exemple, d'exosquelettes actifs, donc dits actifs, c'est-à-dire numériques. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aller sur une solution pratique qui corresponde à une problématique de terrain. Et on va même jusqu'à accompagner les professionnels à faire de l'autoconstruction. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui du do-it-yourself, c'est de pouvoir s'approprier eux-mêmes certains types de technologies pour aller plus vite et faire surtout du sur-mesure sur l'exploitation. On est sur un métier qui reste artisanal avec plein de typologies d'exploitation et l'objectif c'est en gros d'identifier les solutions pertinentes et voire même de les accompagner à faire eux-mêmes leurs solutions sur le terrain. Alors ce sera très intéressant de revenir avec vous justement sur ce chapitre de l'autoconstruction qui est finalement une vision de l'innovation technologique assez atypique, on s'y attend pas forcément. Mais avant ça, j'aimerais que vous reveniez sur le travail d'acculturation que vous faites auprès des viticulteurs justement pour les sensibiliser à l'innovation technologique. Alors le travail d'acculturation, ça passe par des démonstrations, voilà, des démonstrations pratiques de matériel, par des formations, par de la mise en réseau aussi. Voilà, on a la chance d'être dans le réseau Agronov par exemple, qui va nous permettre de mettre en relation des entreprises innovantes et des viticulteurs pour tester les innovations. Voilà, donc l'acculturation, elle passe aussi par un site internet où on a un centre de ressources en ligne, de la newsletter, mais surtout de la démonstration terrain. Et ce qu'il faut, c'est fournir quelque chose de palpable pour les professionnels pour vraiment identifier ces solutions. Et je me répète une fois de plus qu'elles correspondent à ces problématiques de terrain. La finalité, le numérique a créé beaucoup de besoins ces 15 dernières années. Nous, notre finalité, c'est vraiment quelque part de faire le tri et d'identifier ces solutions qui vont apporter du confort, du bien-être au travail. Et aussi tout ce qui est sur la triple performance des exploitations. Mais on se rend compte que le numérique, on s'intéresse beaucoup sur le numérique aussi pour amener ce bien-être au travail pour les exploitations. Et j'imagine que pour parvenir à ce résultat-là, vous avez des protocoles qui sont quand même bien précis, qui sont entre guillemets blindés. Enfin voilà, quand vous validez une innovation, c'est pas à la légère, quoi. Alors au Vinipôle, on a la chance d'avoir des ressources expertes en expérimentation. Donc à chaque fois qu'il y a une expé, derrière il y a un protocole. Qui est souvent co-construit aussi avec le fournisseur de solutions pour vraiment avoir un protocole adapté, mais qui est objectif. Voilà, et vous l'avez très bien dit, le protocole il est là pour être blindé en effet, voilà, pour que les résultats soient complètement objectifs. Alors, sur toutes les innovations que vous testez, alors j'imagine qu'il y a une grande diversité effectivement de choses, mais on va aller un peu plus loin effectivement sur un type d'innovation qui vous semble porteur d'avenir. Mais au-delà de ça, est-ce que déjà vous travaillez sur plutôt des thématiques qui pourraient favoriser telle ou telle innovation ? C'est-à-dire, je ne sais pas, dans l'attractivité du métier, dans la facilité du métier, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Tout à fait. On a en gros plusieurs thématiques. On a le bien-être au travail, qui va être lié à l'attractivité des métiers. On va être aussi sur tout ce qui est, donc je voulais déjà citer la robotique, vraiment ce côté, alors robotique, automatisme, autoguidage. Voilà, donc on teste des robots, mais on teste aussi des systèmes d'autoguidage de tracteurs qui sont très performants. Mais tout est lié, parce que l'autoguidage, ça va apporter de la performance, mais aussi du bien-être au travail. On va être sur tout ce qui est connectivité des objets, digitalisation des entreprises. On travaille aussi avec certaines entreprises sur les big data. Voilà, en agriculture, on a de la data qui est éparpillée un peu de partout. On en va en trouver dans le moteur de notre tracteur, dans le sécateur électrique, dans notre CRM, dans notre ERP. En gros, on a du minerai
Et là, on est en train de s'intéresser à pouvoir collecter ce minerai pour le rendre utile. Voilà, pour le rendre utile pour le professionnel et pour le consommateur. C'est pour illustrer par un exemple. Voilà. Donc c'est très variable. On va autant être sur des solutions très pratico-pratiques, type les exosquelettes, en passant par les capteurs, où là on va devoir faire de l'interprétation. Donc là on travaille avec des entreprises spécialisées, jusqu'au big data, où là on remonte encore d'un échelon, où quelque part on s'éloigne un peu du terrain, mais c'est vraiment à des fins d'apporter des outils pratiques pour les professionnels. Ce que je trouvais intéressant et, et assez surprenant, en fait, c'est que d'une manière un peu schématique, on peut imaginer que l'innovation en viticulture, oui, ça va concerner la robotique, ça va concerner, oui, des exosquelettes, par exemple. On a plus de mal à imaginer ce que ça peut représenter, par exemple, pour le petit outillage. Expliquez-moi comment, justement, un sécateur numérique aujourd'hui peut récupérer de la donnée. Qu'est-ce qu'il récupère comme données? Alors, le sécateur, on fait des tests de sécateur aussi. Le sécateur, il va récupérer votre nombre de coupes bloquantes. Il va, en gros, avoir une analyse un peu du nombre de coupes que vous allez réaliser. Voilà, jusqu'à l'optimisation des batteries. Voilà, aujourd'hui, on a des engins avec... on a miniaturisé les batteries, on arrive à avoir des outils de plus en plus performants. Mais ça, c'est dû aussi à l'analyse des données qui ont été faites via justement cet historique sur les sécateurs. Alors l'utilisation de ces données, effectivement, ça ce serait une question d'ailleurs que d'autres personnes ici pourront aussi aborder, parce que c'est une question de fond. On se rend bien compte que derrière tout ça, il y a effectivement cette masse de données qu'on peut récupérer, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment on la valorise, où va la valorisation de cette donnée aussi, est-ce qu'elle reste au niveau des viticulteurs ou est-ce qu'elle va plus loin? Enfin voilà, il y a tout un débat là-dessus. Simplement, pour revenir peut-être aux innovations technologiques, pour vous, Guillaume, quelles sont les 2 ou 3 innovations qui vous semblent aujourd'hui les plus porteuses d'avenir? Alors, la première va être vraiment toutes les solutions robotiques qu'on trouve aujourd'hui. Voilà. Les roboticiens font un travail spectaculaire, on va dire, depuis ces 5 dernières années. Les robots qui sortent aujourd'hui, qu'on essaye, c'est des solutions qui sont mûres. Voilà. Et on est dans une conjoncture où il est de plus en plus difficile de trouver des tractoristes. Alors on n'est pas sur un robot qui va remplacer de la main-d'œuvre, on est plutôt sur des solutions robotisées qui vont compenser un manque de main-d'œuvre qu'on ne trouve pas aujourd'hui, qui est aussi lié au bien-être au travail. Hein. Voilà, de limiter, de soulager aussi les professionnels par rapport à ces heures de machinisme. Donc la robotique, une solution qui est en développement, ça va être aussi la captation de données via des capteurs pour pouvoir identifier des symptômes, des maladies. Alors quand je dis en développement, il y a déjà des solutions mûres qui existent, hein, notamment sur la fertilité des vignes. Donc là, on est vraiment sur des solutions et qui progressent chaque année. Et ensuite, il y a du progrès notamment. Et alors, par contre, c'est moins notre ressort parce que nous, on n'est pas... on va dire certifié pour la santé physique, hein. C'est plutôt du rôle des MSA par exemple, qui suivent ça très bien sur tout ce qui va être exosquelette, bien-être au travail. Voilà. Nous on va être plutôt sur par exemple du développement d'applications qui va permettre aussi d'avoir de l'interactivité au niveau des professionnels, voire même des riverains. Donc en gros, ces 3 thématiques, un peu la digitalisation des entreprises, la robotique et tout ce qui est capteur. Voilà, ce sont des solutions qui se développent actuellement très vite parce qu'elles correspondent une fois de plus à un besoin qui est sur le terrain. Alors, dernière chose que j'aurais voulu voir avec vous, revenir justement sur cette fameuse autoconstruction. Vous en êtes un ardent militant. Très concrètement, ça veut dire quoi? Alors, concrètement, l'objectif, c'est d'acculturer les professionnels, leur faire voir qu'aujourd'hui, les microcontrôleurs et les capteurs coûtent très peu cher. Et on est vraiment sur du capteur qui est à base d'un peu de connaissances, quelques codes. On peut facilement fabriquer un capteur et le faire évoluer. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas parfait, c'est vraiment de l'outil pédagogique pour montrer qu'on peut créer du réseau, se connecter ou sinon sur un réseau existant hein, qui est déjà bien distribué par les opérateurs et pouvoir faire du sur-mesure et collecter sa donnée. Je vous donne un exemple, on a développé des mini-capteurs météo qu'on va mettre dans les cèpes ou des capteurs qui vont faire le suivi de température des cuves pour récupérer en direct la température lors des vinifications. Alors c'est très modeste, c'est des solutions qui existent déjà dans le commerce et qui marchent très bien, voire forcément mieux que nos solutions expérimentales.
Mais le but, c'est pas de fabriquer à la chaîne des capteurs, c'est vraiment, vous l'avez très bien dit, j'aime bien ce mot acculturation, acculturer les professionnels à voir comment marche cette technologie. Voilà. Et après, ça peut leur donner aussi des idées de projets pour faire du sur-mesure sur l'exploitation, ou même d'aller vers des solutions existantes qui marchent aussi très bien et acquérir ces solutions pour voir le confort et les performances que ça peut amener sur une exploitation. Alors, on a fait avec vous voilà, un petit panorama des évolutions technologiques qui peuvent se profiler de manière très concrète dans la viticulture aujourd'hui. On va poursuivre avec vous, Lise-Laure, mais juste avant, je voulais juste préciser que, évidemment, toutes et tous, vous pouvez aussi réagir par rapport à ce que chacun dit, ça peut nourrir le débat. Et puis, bien sûr, le public, n'hésitez pas à réfléchir aussi et à noter d'éventuelles questions ou remarques que vous pourrez poser. On se gardera un petit peu de temps en fin de table ronde pour que vous puissiez éventuellement les poser. Lise-Laure Martin, donc vous êtes, vous, la directrice du pôle régional Agronov basé à côté de Dijon et spécialisée dans l'innovation agroécologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre formation, vous êtes vous-même manager, enfin vous avez une formation de management plutôt de l'innovation. Donc ça, c'est pas anodin aussi dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. Moi, ce que je voulais voir avec vous, c'était de quelle manière Agronov aujourd'hui accompagne l'innovation technologique, plus particulièrement sur le domaine de la viticulture, même si vous travaillez aussi dans l'agriculture au sens large. Oui. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc nous, à Agronov, l'innovation, en fait, on la définit quand c'est une invention qui a trouvé son marché. Et nous, dans le réseau Agronov, on est une association, loi 1901, qui regroupons 110 adhérents. On définit l'innovation quand on a une rencontre entre les besoins et les solutions. Et donc, les besoins, ils nous viennent des organisations professionnelles agricoles, des acteurs comme le Vitilab, des chambres d'agriculture, de la MSA, des acteurs qui opèrent au quotidien avec les viticulteurs. Et notre rôle, c'est de les comprendre, de comprendre les enjeux qu'il y a derrière ces besoins, de les caractériser et de les traduire aux entreprises capables d'innover. Donc, on prend l'exemple des pieds manquants, par exemple, dans les parcelles. On veut pouvoir compter les pieds manquants et les repérer. Pourquoi ? En fait, on se rend compte que derrière, c'est parce qu'il y a de la main-d'œuvre temporaire et qu'ils ne connaissent pas les parcelles. Donc, c'est important de pouvoir localiser les pieds manquants et de les retrouver facilement en cas de volonté de replanter, etc. Donc, ça, c'est des choses que nous, chez Agronov, on a cœur à pouvoir expliquer aux entreprises qui vont pouvoir apporter des solutions concrètes, technologiques ou agronomiques pour répondre aux besoins. De l'autre côté, donc, il y a les solutions qui sont apportées par les entreprises innovantes. Vous aurez un beau panel d'exemples dans la suite de la conférence. Les solutions, chez nous, elles sont de 3 niveaux. Il y a des solutions qui sont existantes, qui répondent déjà aux enjeux, des solutions, par exemple, de piquet avec un impact carbone à la fabrication diminué, des solutions de lutte contre le gel avec des câbles chauffants, des solutions plus technologiques aussi pour la traçabilité, etc. Donc nous, là, on va pouvoir les présenter aux organisations professionnelles agricoles qui vont être prescripteurs, qui vont être communicants, qui vont être peut-être aussi utilisateurs, dans certains cas, de ces solutions innovantes. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des solutions un peu moins matures. Et là, on travaille encore une fois avec des acteurs, organisations professionnelles agricoles, pour les challenger et les tester sur le terrain, apporter des références, apporter des preuves de concept aussi, comme ce que Guillaume a très bien illustré juste avant. Et puis, il y a le cas des solutions qui n'existent pas encore. Et Agronov a pour mission là, de faire émerger des projets et de créer les conditions pour que ces entreprises se saisissent de ce besoin collectivement. Généralement, il y a besoin de compétences transverses et complémentaires et qu'on puisse justement faire émerger des projets collectifs et collaboratifs pour apporter une solution concrète à ces besoins sur le terrain. Alors s'ajoute à tout ça d'ailleurs un travail qui est un travail de fond qui est peut-être moins spectaculaire mais qui est néanmoins très important, c'est tout ce qui est l'accompagnement en matière de législation sur la propriété industrielle, puis aussi la possibilité peut-être même d'aller chercher des financements.
Oui, exactement. En fait, cette rencontre de besoins et de solutions, elle passe par un accompagnement des équipes d'Agronov auprès de l'ensemble du réseau. Et cet accompagnement, il se traduit déjà par le fait de se faire rencontrer, de créer du lien au sein du réseau pour pouvoir faire connaître les solutions, les projets et les innovations qui sont dans les tuyaux. Et puis, il y a le côté challenge, faire tester. Mais il y a aussi justement cet accompagnement par rapport aux outils de financement. Généralement, quand on parle de projets collaboratifs, il faut de l'argent derrière pour pouvoir mettre en œuvre, mettre en musique l'ensemble du projet et l'ensemble du consortium d'acteurs qui se retrouvent pour répondre à une problématique. Et là, Agronov cherche des outils de financement auprès du conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté, du conseil départemental. Les métropoles aussi peuvent parfois être partie prenante. Et puis, dans certains cas, pour des plus gros projets d'ampleur un peu plus importante, des appels à projets France Relance, etc. Donc là, on est plutôt sur le financement public, mais on accompagne également les startups dans leur levée de fonds. Par exemple, Scanopi, qui travaille sur de la cartographie par drone, avait besoin de fonds pour continuer son développement. Et ils ont réussi, grâce à nous, à convaincre les business angels de la région Bourgogne-Franche-Comté et d'avancer dans leur projet pour avoir quelques milliers d'euros supplémentaires et avancer. Alors pour qu'on comprenne bien également le rôle très concret qui peut être le vôtre, j'aimerais que vous me parliez d'un exemple avec une société qui s'appelle Bloomfield. Oui, absolument. Alors Bloomfield, c'est l'exemple un peu emblématique dans le réseau Agronov. Depuis plusieurs années maintenant, on travaille avec le BIVB, qui est un acteur incontournable de l'innovation en viticulture en région, donc l'interprofession. Dès le premier rendez-vous, ils nous ont parlé de la problématique de la flavescence dorée, avec la prospection qui se fait à pied, l'arrachage systématique, le temps que ça prend et donc le coût que ça a en fait de travailler sur cette prospection de la flavescence dorée. Donc voilà, le rôle d'Agronov, c'est on va faire de la veille, on va chercher, on va solliciter le réseau au national, à l'international pour voir s'il y a des solutions technologiques ou autres qui peuvent répondre à cette problématique. Et finalement, j'ai repéré une entreprise américaine, Bloomfield Robotics, qui travaille sur le calcul de la quantité et la qualité de la vendange sur du raisin de table en Californie. Bon, vous allez me dire c'est peut-être un peu éloigné, mais ils font tourner une caméra sur un quad dans leur parcelle et il y a une intelligence artificielle derrière qui compte le nombre de baies, de grappes, etc. Je me suis dit, il y a une intelligence artificielle derrière, pourquoi pas les contacter et leur présenter la problématique, une problématique principale en région et en France du vignoble. Donc c'est ce que j'ai fait et le contact est très bien passé. Ils ont été curieux de voir ce nouveau marché auquel ils n'avaient pas forcément pensé, eux, aux États-Unis. Et finalement, aujourd'hui, ils travaillent avec le BIVB pour développer cette intelligence artificielle, lui apprendre à reconnaître les symptômes de la flavescence dorée plus vite et en amont par rapport à ce qui est fait par l'œil humain. Et le projet, il est tripartite avec le CIVC aussi en Champagne. Chaque partie prenante du projet a pris une part de risque, a mis de l'argent pour développer ce projet. Donc voilà, on est dans un projet collaboratif. Et Agronov a aussi aidé l'entreprise américaine à créer un siège en France, à obtenir des aides auprès du conseil régional pour recruter un cadre, un ingénieur et développer les activités en France et puis avancer concrètement dans le projet. Donc on est clairement dans une mission où nous on est plutôt sur l'accompagnement transverse et les organisations professionnelles, l'accompagnement technique. Je crois que la caméra tourne aussi au Vitilab. Je crois qu'il faut juste... il s'est peut-être mis en veille. Hop, attendez. Voilà. En effet, on travaille, grâce au réseau Agronov avec Bloomfield, où on le fait tourner sur les domaines expérimentaux. Et la finalité, c'est de voir jusqu'où on peut aller avec ce type de capteur. En effet, il y a les jaunisses, mais ça peut être aussi des détections d'autres maladies, type du mildiou, de l'oïdium, des phénomènes de grillure, des dégâts climatiques. Donc, le potentiel est assez élevé sur ce type de capteur.
Et je crois que vous avez aussi travaillé d'ailleurs avec le Vinipôle Sud Bourgogne pour notamment organiser un événement. Je crois que c'était le Viti Meetup. Oui, oui, oui. La dernière et troisième étape dans ce que fait Agronov, c'est le transfert plus direct et des mises en relation entre les acteurs du monde agricole. Et donc, avec Vitilab et Vinipôle Sud Bourgogne, on a organisé en novembre dernier une journée de rencontre rendez-vous business entre offreurs de solutions et le monde viticole. Donc, on a eu des viticulteurs, on a eu des acteurs des chambres d'agriculture, des caves coopératives, des distributeurs également qui sont venus rencontrer les entreprises innovantes du réseau d'Agronov dans un cadre d'expérimentation, d'innovation et juste à côté des vignes. Donc c'était les pieds sur le terrain comme ce qu'on aime à Agronov. Alors parler d'innovation en viticulture de manière un petit peu globale et théorique, même si ça n'a aucun caractère péjoratif dans ce que je dis, c'est très important le travail de fond qui est fait. C'est une chose, mais maintenant on va rentrer un petit peu dans le dur, dans le vif du sujet, et on a là un drôle d'engin, un drôle d'insecte, mais que l'on doit à la société MDP Team, donc représentée par Jean-Marc Bourgon ici présent. Donc MDP Team, ce qui est intéressant, c'est que c'est une société donc basée dans le Jura, dont la spécialisation est plutôt de créer et de concevoir des prototypes pour le domaine de la plasturgie, mais pas du tout dans la viticulture au départ. Vous travaillez plutôt pour l'automobile. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose à faire avec, dans le domaine de la viticulture. Je vous laisse nous expliquer la suite, Monsieur Bourgon. Bonjour à tous. Effectivement, on a développé le Sherpa. MDP Team, donc on est un groupe basé à Dampierre dans le Jura, on est une quarantaine de personnes. Et la particularité, c'est qu'on est en fait l'industriel du prototype en injection plastique. C'est-à-dire qu'on développe énormément de projets, on fait plus de 200 projets par an, où on fait à la fois le développement du produit, la réalisation de moules et l'injection. Et on travaille aussi bien pour des grands groupes de l'automobile ou de l'industrie que des startups. Et on a la chance de pouvoir travailler sur énormément de projets différents. Et il se trouve qu'on est 3 associés, et il y a un des associés, Hervé Talusso, qui fait les vendanges depuis plus de 20 ans, donc à Bissé-sur-Crochot, et qui a développé un porte-caisse innovant, puisque l'idée, c'est plutôt que de tout porter dans le dos, c'était de mettre une caisse devant et derrière. Et au début, c'était un prototype qui a été fait donc en acier, qui faisait plus d'une douzaine de kilos. Et puis après, il a dit, tiens, pourquoi pas, vu qu'on avait toutes les compétences en interne, développer un proto en injection plastique. Et c'est donc le résultat. Donc on l'a appelé le Sherpa. Et c'est un produit où l'objectif, justement, c'est d'aider le porteur, de faciliter le travail du porteur et également les vendanges. Voilà. Alors, on va s'arrêter un instant sur justement l'injection plastique parce qu'il faut aussi préciser que vous avez, au-delà de l'innovation que représente l'outil, vous avez aussi travaillé sur le sourçage des matériaux nécessaires. Et notamment, vous utilisez finalement des coproduits. Donc il y a une partie finalement de la vigne de Bourgogne qui se retrouve un petit peu dans votre produit. Complètement. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des fibres synthétiques, on a mis des fibres de sarment de vigne qui viennent de Bourgogne en plus. Donc voilà, c'était vraiment pour dire... c'est pas un produit chinois, c'est fait en Bourgogne-Franche-Comté avec des produits locaux, tout un développement local. Et c'est en quelle proportion la proportion de sarment de vigne par rapport à... Je ne vais pas vous dire exactement le pourcentage parce que je ne le connais pas parfaitement, mais alors on est sur le stand à Grenoble, on voit réellement les filaments de sarment dans la pièce. Ouais. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que MDP Team est un adhérent d'Agronov, de la même manière que Vineis Projet qui est là également. Alors, comme vous nous l'avez expliqué, effectivement, au départ, on part d'un prototype plutôt en acier, donc l'idée de base, elle est bien là, sauf que c'est encore quelque chose de très lourd, et le but, c'est justement de soulager les organismes des porteurs de vendanges. Comment vous avez travaillé concrètement pour voir, tout simplement, valider les solutions techniques que vous aviez choisies? Alors, c'est vrai que l'innovation, nous, ça fait vraiment partie de notre ADN chez MDP Team, vu qu'on gère sans arrêt énormément de projets par an. Donc, on y est allé vraiment par étapes. C'est-à-dire qu'avant de faire un moule qui coûte assez cher, on a fait un premier prototype en acier, ensuite en aluminium, en travaillant
en essayant d'améliorer la partie au niveau des épaules, également au niveau du ventre. Et on a fait des premiers tests uniquement avec quelques vignerons bien ciblés, une première année. Et puis après, une deuxième version en le développant de manière à peine plus large pour justement être prêt cette année à le distribuer de manière complètement industrielle. C'est-à-dire que vraiment le lancement sur le marché, là, ça intervient cette année, quoi. Ça intervient cette année. Et puis l'année dernière, alors on est dans le Jura et on fait partie d'une association qui s'appelle Made in Jura. Et on a eu la chance justement de travailler avec un viticulteur dans le Jura pour le vin de paille. Et on a développé et on a eu un prix de partenariat, puisqu'on travaille vraiment dans le partenariat. Donc là, c'était avec un vigneron du Jura pour développer une double caisse pour mettre du vin de paille. Et ça, donc, c'est la dernière innovation, effectivement, parce que moi, je me souviens avoir vu le produit il y a environ 1 an et demi, où il y avait simplement 2 grosses caisses. Là, maintenant, vous avez adapté. On peut mettre 2 caisses, 4 caisses, donc c'est beaucoup plus souple. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces innovations découlent directement d'observations sur le terrain, de retours terrain de la part de professionnels qui ont pu essayer le Sherpa. Complètement. Et puis l'objectif, justement, c'est d'être proche. Et le fait d'être également avec Agronov, c'est justement d'être encore plus près de l'ensemble des acteurs. Et puis, si on doit encore le faire évoluer, d'accompagner les modifications, quoi. Alors, innover, c'est une chose, avoir une très bonne idée, c'est très bien, sauf qu'il faut encore que cette idée soit acceptée, adoptée par le terrain. Et là, c'est peut-être plus compliqué. Alors, c'est courageux, effectivement, et c'est finalement pertinent de votre part d'avoir d'abord essayé le produit auprès des professionnels avant de le mettre sur le marché. Je pense que c'est le meilleur moyen de procéder. Néanmoins, vous vous êtes rendu compte à ces occasions-là que l'innovation, c'est pas toujours évident il faut passer la barrière de certaines habitudes de travail, tout simplement. En fait, ça c'est comme tout changement. Dès qu'on apporte une modification, il y a le frein à main qui est souvent tiré avant de démarrer. Et c'est vrai que par rapport à une hotte, c'est une autre façon de travailler. Donc, faut vraiment avoir envie justement de le tester. Et c'est vrai que ceux qui font le test vraiment jusqu'à la fin de la journée, à la fin de la journée, ça devient vraiment positif. Mais c'est vrai que c'est au début, on dit systématiquement, non, on a toujours travaillé autrement, donc il n'y a pas de raison de changer, quoi. Mais bon, il faut du temps, et puis c'est vrai que pour nous, le meilleur vecteur, c'est le retour terrain. Donc, ça a été la recherche, aujourd'hui, c'est la recherche d'ambassadeurs pour pouvoir le tester, et puis après, qu'il y ait une communication qui soit faite vraiment du terrain, quoi. Et en quoi le travail par rapport à une hotte classique diffère justement ? Qu'est-ce que les viticulteurs vous ont dit là-dessus ? Alors le gros intérêt en fait, c'est de répartir la charge devant et derrière, de ne pas avoir le poids uniquement dans le dos. Et puis on a aussi développé un système avec une mousse bien spécifique au niveau des épaules, également avec un système de lanière au niveau des hanches, ce qui fait que le poids est réparti également un petit peu comme un sac à dos, aussi bien sur les épaules qu'au niveau des hanches. Alors c'est vrai que quand on veut faire évoluer les choses, il y a une conduite du changement à avoir. Et là-dessus, vous êtes énormément, appuyé sur les patrons de domaine qui ont décidé de proposer à leur personnel d'utiliser le matériel en l'occurrence. Et donc voilà, la clé, la porte d'entrée, elle est là aussi, quoi. Sachant que nous, en fait, on n'est pas distributeur, on n'est pas du tout donc, dans le monde. Donc en fait, on recherche aujourd'hui vraiment des partenaires qui croient au projet, et puis après, qui pourront distribuer le produit et puis travailler ensemble. Sachant que derrière, s'il y a d'autres innovations, d'autres produits sur lesquels on peut contribuer, tant mieux, quoi. Alors justement, je voulais y venir. Alors, je me doute bien que vous n'allez pas trahir peut-être des secrets industriels ici, mais néanmoins, est-ce que le fait de vous diversifier sur ce secteur de la viticulture vous donne envie aujourd'hui d'imaginer peut-être d'autres outils qui seraient alors basés un peu sur le même principe de travail, mais sur d'autres secteurs ? Alors, c'est vrai que le projet du Sherpa, ça fait un accélérateur également au niveau des équipes de l'entreprise, parce qu'on a l'habitude historiquement de répondre à des projets extérieurs, et puis aussi de pouvoir se dire en interne, dès qu'il y a quelqu'un a une idée en se disant tiens, j'aimerais bien développer ceci ou cela, de donner la chance de développer aussi en interne des produits propres.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment une volonté d'essayer. Alors il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais c'est vrai que nous, c'est vraiment notre ADN, l'innovation, donc c'est d'être ouvert et puis à l'écoute de futurs projets, quoi. Donc voilà, on souhaite bonne chance au Sherpa, donc, qui est à la porte, au seuil en tout cas de la mise sur le marché. Et on espère qu'il aura un accueil positif de la part de tous les professionnels. J'imagine que c'est votre souhait aussi de toute façon. Merci. Et on a eu la chance justement d'être avec Agronov, et puis du coup on est sur le stand commun, justement pendant ces 3 jours, de pouvoir le présenter, puis d'avoir un retour en direct, voilà, des différents visiteurs, et puis pouvoir se dire, voilà, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça intéresse, et voilà, on verra. Très bien, merci Jean-Marc Bourgon. Et on va poursuivre avec vous. Alors, on est sur un autre type d'innovation avec Vignet X Projet. Je rappelle simplement que Vignet X Projet... ouais, c'est bon, ça marche apparemment. Je rappelle simplement que Vignet X Projet, donc, c'est une entreprise que vous avez créée donc, en 2016 qui travaille plutôt sur le conseil. Vous êtes un peu un consultant pour le développement économique, notamment de domaines viticoles. Mais ce qui est intéressant, et c'est la raison de votre présence aujourd'hui avec nous, c'est que vous êtes en train en ce moment de mettre en place un dispositif de zonage climatique. Alors il faudra nous expliquer ce qu'il en retourne et à quoi ça peut servir, mais c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que vous allez finalement au-delà de la simple perception qu'on peut avoir aujourd'hui des conditions météo qui s'appliquent sur des vignes. Effectivement, on avait tendance schématiquement un peu à penser la vigne en termes de terroir, de matériel végétal et de conditions météo. Et vous apportez finalement une nouvelle brique sur laquelle il va falloir travailler. C'est ce zonage climatique. Je vous laisse nous présenter ce travail. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Oui, donc Vignet X Projet, j'ai créé cette structure en 2016 avec pour objectif principal d'accompagner les domaines viticoles dans leur fonctionnement quotidien pour renforcer leur gestion et puis la pérennité à long terme des structures. Et très rapidement, j'ai vu qu'au quotidien, un des éléments les plus impactants, notamment, c'était le changement climatique. Les aléas climatiques qui avaient une incidence directe sur le fonctionnement, sur les choix techniques, économiques, stratégiques et sur la pérennité des domaines viticoles. Donc j'ai essayé de renforcer, de travailler sur cette thématique-là. Et très rapidement aussi, donc j'avais déjà beaucoup d'échanges avec l'Université de Bourgogne par exemple, le Centre de recherche de climatologie, l'Institut universitaire de la vigne et du vin. Et on a travaillé dès 2018 sur des travaux, sur des études liées à l'impact des aléas climatiques et notamment du gel en Bourgogne et ailleurs aussi. Depuis le mois d'octobre, on a lancé un outil. On a continué à travailler sur cet outil qui s'appelle le zonage climatique en milieu viticole. Donc c'est un outil qui permet en fait d'avoir une meilleure visibilité sur un vignoble et sur son exposition aux risques climatiques, aux aléas climatiques tels que le gel, tels que les fortes chaleurs par exemple, ou d'autres aléas climatiques. L'objectif, en fait, c'est de créer une cartographie de l'exposition aux risques sur la base, d'un côté, d'une cartographie de l'aléa, de l'aléa de gel, par exemple, où est-ce qu'il gèle le plus sur le vignoble. On couple ça avec la connaissance de la précocité du vignoble, du végétal, des cépages. Donc, cette précocité, c'est en fait la vulnérabilité du cépage par rapport au risque gel en l'occurrence. Et on rapproche ces deux éléments pour créer un zonage, une carte d'exposition au risque. Un secteur qui est prioritairement, a priori, plus gélif, mais sur lequel on a des cépages qui sont plus tardifs, va peut-être être moins sensible à des risques de gel. Et inversement, un secteur qui peut-être est un peu moins exposé au risque, mais sur des cépages très précoces, là, on peut éventuellement avoir un risque. Donc, au-delà de la connaissance de l'aléa, l'important, c'est vraiment le risque. Et donc, du coup, on a travaillé sur cet outil-là.
Alors c'est un outil sur lequel travaille depuis de nombreuses années Benjamin Bois à l'Université de Bourgogne, qui est enseignant-chercheur et climatologue spécialiste dans la viticulture, que je connais depuis de nombreuses années. Et donc on a essayé de voir de quelle manière on pouvait améliorer la méthodologie de ce zonage pour le rendre accessible à un maximum de domaines viticoles, un maximum d'appellations, et pour que cette information puisse être intégrée et améliorer la connaissance des terroirs viticoles, du fonctionnement des terroirs viticoles, en associant la partie sol, la partie climatique, et avoir vraiment un ensemble d'informations qui permet de mieux adapter ses choix techniques, économiques, stratégiques après derrière. Et donc pour ça, on a eu l'opportunité, grâce à des financements de France Relance, d'embaucher Sébastien Nicolas, qui termine actuellement sa thèse à l'Université de Bourgogne, et donc qui va travailler avec moi et avec Benjamin Bois sur l'amélioration de cette méthodologie de zonage et le déploiement en fait de cet outil dans le vignoble. Voilà. Oui, pardon. Juste une petite précision, donc pour dire que c'est un outil qui peut être mis en place à l'échelle d'une région viticole, d'une appellation. On a travaillé dessus récemment sur le vignoble du Jura. Là, on lance une étude sur les appellations Chambolle, Musigny, Moret, Saint-Denis. Et puis, ça peut se faire aussi à l'échelle d'un domaine viticole et éventuellement aussi à l'échelle d'une parcelle pour, par exemple, essayer d'évaluer des dispositifs de protection contre le gel, d'avoir d'abord une connaissance du fonctionnement climatique local de la parcelle, et après, si on met en place un dispositif, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'incidence sur le microclimat et sur éventuellement l'efficacité en termes de protection contre des aléas? Et ce qui est important de préciser, justement, c'est à quel point il y a une décorrélation entre la météo d'un côté et justement ces grandes influences climatiques, parce que vous m'expliquiez que vous pouvez très bien, même en période de sécheresse, définir que sur telle ou telle parcelle, il y a une zone froide, voilà, il y a une zone par définition qui est froide. Oui, après, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de travailler et de collecter de la donnée au moment où il y a des périodes de risque de gel, mais même l'été, on peut, en enregistrant de la donnée, voir des écoulements d'air, des flux de pente, même en été, avec un peu plus de refroidissement à tel ou tel endroit. C'est pour ça que l'idéal, c'est de travailler sur de la donnée sur un an déjà à minima. Bon, après, là, par exemple, sur Chambolle, Musigny, Moret, Saint-Denis, on va travailler sur 2 ans pour renforcer un petit peu la méthodologie, la connaissance. Et puis, parce qu'il y a une attente aussi, une volonté des vignerons de ces appellations de vraiment approfondir la connaissance de leur terroir. Et donc du coup, voilà, par rapport à la question météo-climat, on travaille, c'est important, on travaille vraiment sur des cartographies climatiques, des zonages climatiques, puisqu'on veut avoir une visibilité sur un temps un peu plus long, et sur les caractéristiques réelles climatiques d'un vignoble, d'un secteur. Pour donner un exemple, vous avez des secteurs qui vont être identifiés comme froids ou particulièrement exposés à un risque de gel. Par contre, d'une année sur l'autre, d'un jour à l'autre, il va faire plus ou moins froid, plus ou moins chaud sur ce secteur. Donc ça, c'est la météo. La caractéristique de la parcelle, ça, c'est du climat qu'on va essayer d'étudier sur un pas de temps un peu plus long. Et là où il y a un atout justement très intéressant dans ce dispositif qui se met en place là progressivement, notamment sur Moret Saint-Denis et Chambolle-Musigny, l'intérêt principal, c'est aussi qu'on va pouvoir, alors même si c'est sur un laps de temps de 2 ans, on va pouvoir très rapidement commencer à collecter et à étudier de la donnée.
Oui, bien sûr, il y a plusieurs étapes dans les travaux. Là, encore une fois, on est parti sur un programme sur 2 ans parce qu'on veut avoir un maximum d'informations, répéter l'enregistrement des données, mais on peut acquérir de l'information en quelques mois. Donc, concrètement, comment on fait? La donnée climatique est très liée à la donnée topographique. Donc on fait dans un premier temps une analyse topographique du secteur. En fonction de cette analyse, on implante des capteurs, des enregistreurs, où on utilise aussi des données, des historiques de données déjà enregistrées. Il y a de plus en plus de stations météo, de capteurs et de données enregistrées. Et après, on analyse au fur et à mesure cette information. On fait des relevés de données assez réguliers. Et une fois qu'on a analysé, on peut générer des premières cartographies climatiques. On peut travailler très rapidement aussi et comparer des éléments un peu plus théoriques sur une analyse théorique avec de la donnée au sol enregistrée dans les vignobles. Et donc, on peut générer au fur et à mesure de l'étude des informations qui vont s'affiner progressivement. Mais on va pouvoir très rapidement avoir une première analyse qui pourrait être utilisée de manière très opérationnelle dans le vignoble. Et dans le contexte de changement climatique qui est le nôtre aujourd'hui et qui pose de multiples questions à la profession viticole, à terme, quel intérêt la profession pourra-t-elle en retirer? C'est-à-dire que capter, récupérer des données, c'est une chose. À plus long terme, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Ça peut amener sur quelle décision pour un viticulteur finalement? Oui, l'idée, c'est pas de créer une carte pour une carte, encore une fois, et qui soit, on fait une jolie carte, elle reste dans le placard, et puis de temps en temps, on la sort comme ça pour faire joli. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur un outil très opérationnel, parce qu'avec cette donnée, on peut avoir des actions à très court terme. J'ai un risque de gel qui est annoncé. Qu'est-ce que je fais concrètement sur des secteurs qui sont identifiés comme prioritairement sensibles? Qu'est-ce que je peux faire en termes de taille, par exemple, en termes de conduite d'intervention au niveau des travaux du sol, éventuellement aussi en termes d'utilisation d'un dispositif de protection, où est-ce qu'il faudrait le mettre prioritairement, de quelle manière on l'optimise, on le déclenche, on le positionne. Et puis après, à moyen long terme, on peut travailler sur les itinéraires techniques au niveau du vignoble pour adapter sur un millésime, voire sur plusieurs millésimes, faire évoluer ces pratiques, et aussi travailler sur l'aspect matériel végétal, adaptation du matériel végétal à moyen et long terme dans le cadre de renouvellement du vignoble, de plantation nouvelle, de création de vignobles, ou après derrière de relocalisation éventuellement de parcelles. On va poursuivre avec vous, Maxime Lecoutalaire. Alors là, on va changer un petit peu de secteur. On va s'intéresser avec Monsieur Ouvrier, avec Marc Ouvrier, on était plutôt sur l'avant-production du vin. Avec vous, on va être plutôt sur l'après, sur tout ce qui concerne les produits justement qui découlent de la production du vin. Vous représentez ici une entreprise qui s'appelle ATT, c'est Advanced Track and Trace, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Avec mon superbe accent anglais. Donc voilà, donc vous êtes responsable plutôt commercial au niveau du département vin et spiritueux. Un département qui n'a pas toujours existé justement dans cette entreprise, parce que vous êtes venu au domaine du vin il y a environ une dizaine d'années, mais l'entreprise elle-même est plus ancienne. Alors, plantez-nous un petit peu le décor déjà d'ATT, sur les domaines dans lesquels vous travaillez, puis on en reviendra justement à ce que vous faites en viticulture aujourd'hui. D'accord, merci. Bonjour à tous. Donc en effet, Advanced Track and Trace, oui, j'ai pas fait mieux. Malgré les consonances, c'est 100% française, basée à Paris, à Rueil-Malmaison, et exerce déjà plus de 20 ans dans le domaine donc, de la traçabilité et l'anti-contrefaçon dans l'ensemble des marques et des filières.
et a intégré la filière du vin il y a une dizaine d'années, un peu par hasard d'ailleurs, par une très grande marque bordelaise qui justement se souciait de tracer ses vins à l'unité, je précise, et d'associer aussi des authentifications pour permettre de protéger sa marque. Et donc, ATT avait été identifié par un cabinet d'avocats de ce type de démarche. Et c'est comme ça qu'ATT a été choisi, parce qu'elle a réussi à s'adapter un petit peu aux besoins de cette marque. Et au fur et à mesure, différentes rencontres, puisqu'il y a une dizaine d'années, effectivement, c'était un sujet qui était très brûlant, puisque c'était le début justement des découvertes des vins en Asie qui étaient fortement contrefaits de grandes marques. Donc voilà, ça a été évidemment le début. Et clairement, suite à ça, ils ont identifié un besoin et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé de les rejoindre, sachant que je n'ai rien à voir avec l'ingénierie. Je suis issu de la filière Viti-Ono, et mon métier et ma mission au sein de OTT était justement de développer des solutions à adapter à la filière vin, sachant que la filière, vous connaissez tout autant que bien que moi, il y a de très nombreux acteurs et surtout chacun travaille différemment. Donc autant travailler avec des marques, je dirais, de l'agro ou de l'industrie, c'est assez simple parce que tout est sur ligne, tout est industrialisé, autant la filière vin, ce n'est que des artisans. Et donc clairement, il fallait mettre en place des outils faciles à adapter dans l'utilisation courante. Donc voilà un petit peu, je dirais, le cursus. La chance que nous avons, c'est qu'évidemment, on a réussi à relever ce challenge en ayant une typologie client qui va du tout petit vigneron en termes de volume aux des clients à très très fort volume et évidemment des clients intermédiaires avec des petites structures, des grosses structures, du manuel, de l'automatisation. Donc clairement, on a réussi à répondre à toutes ces cases et c'est ce qui nous permet maintenant d'être leader en fait dans la filière. On trace plus de 400 millions de bouteilles par an. Alors c'est rien à l'échelle mondiale, mais je peux vous assurer que pour la filière vin française, c'est pas mal. Alors, présentez-nous peut-être le panel un petit peu des solutions de traçage qui peuvent exister aujourd'hui, mais aussi parlez-nous de la manière dont ça évolue technologiquement, parce que j'imagine que l'évolution est très rapide dans ce domaine. Alors, elle est très rapide et en même temps, elle existe depuis de très, très nombreuses années. On n'a pas inventé la traçabilité, il faut le savoir. C'est des choses qui sont déjà mises en place depuis de nombreuses années dans différents territoires et dont l'Europe, quand même, on est assez en place là-dessus. Alors, évidemment, la traçabilité commence avec le rodatage. Je vais dire des choses assez simples, avec du marquage encre, rodatage minute, seconde. Donc là, on est vraiment sur de la codification. Et puis au fur et à mesure des années, en effet, il était capable donc maintenant d'utiliser d'autres vecteurs pour rendre le produit intelligent. C'est-à-dire que donc on sort du code, je dirais alphanumérique en allant sur du code à barre. Il y a aussi le principe de la traçabilité code à barre, le data matrix, le QR code, les puces NFC, les puces RFID. Enfin, il y a tout un tas de vecteurs aujourd'hui qui sont utilisés pour pouvoir rendre le produit intelligent à l'unité. Et ensuite, la difficulté, c'est de rendre ces produits intelligents au moment de la production et d'associer ces produits donc, à l'unité à une expédition et à un marché. Et la finalité, elle est là, en fait, c'est de pouvoir proposer, entre autres à la filière, la capacité de savoir d'où viennent vos produits et où est-ce qu'ils sont distribués. Et lorsque vous retrouvez ce produit sur le marché, vous êtes en mesure de répondre soit à un problème, parce que le retour produit existe, et clairement, quand on a ce genre de solution, ça permet de réduire très très fortement le spectre du problème lié à un vin, qui peut être, par exemple, le goût de bouchon, qui est plus connu, on va dire, mais il est certain que quand vous envoyez 35 000 bouteilles aux États-Unis, que votre distributeur a des retours sur quelques bouteilles, et qui vous dit j'ai des goûts de bouchon, dis-moi ce que je peux garder, ce que je peux pas garder, et qui vous dit je sais pas, faut regarder sur les codes des bouteilles avec des LT15, c'est-à-dire qu'il faut tous les cartons. Je fais oui, là il vous dit c'est quoi, je te renvoie les 35 000 et puis tu le fais chez toi et on verra après. Alors que s'il avait effectivement identifié à l'unité de sa bouteille, voire associé la bouteille à un carton avec un code unitaire associé à une palette, il aurait été capable de tout de suite identifier sur ses problèmes, donc sa bouteille avec problème, le spectre, je dirais, sur une mise en bouteille d'une matinée, et lui dire, voilà, effectivement, sur ce que j'étais envoyé, tu as telle palette ou tel carton à isoler que tu peux me retourner. Et là, c'est quand même pas la même. Déjà, ne serait-ce qu'en termes de retour client, et surtout en termes de finances. Enfin, je veux dire, si je vous en parle, c'est que c'est un exemple malheureusement concret, je peux vous assurer que c'est pas le même prix à la sortie, quoi. Mais alors, surtout tout ce travail de marquage, d'authentification, est-ce qu'il incombe aux viticulteurs, c'est-à-dire au début de la chaîne, ou alors est-ce qu'on le retrouve sur tous les éléments de la filière ensuite? Est-ce qu'il y a une répartition qui se fait, ou alors il y a des tendances plutôt qui disent autre chose aujourd'hui? Alors, clairement, si on veut mettre en place la traçabilité, ça doit être fait chez le vigneron. Puisqu'il faut partir de la source et de la base. Parce que sinon, c'est beaucoup plus compliqué ensuite pour les opérateurs et les metteurs en marché, soit de déballer les bouteilles, ou soit de faire du marquage unitaire. Donc l'idée, c'était justement de déployer en viticulture, puisque c'est, je dirais, pour moi,
massive, première, des solutions très très simples pour que le vigneron puisse faire de la traçabilité sans avoir des lasers, des marquages, des opérateurs spécialisés, etc. Et donc on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, plutôt que de vouloir réinventer, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est de déposer les codes unitaires chez les transformateurs des vignerons. Donc, ce qu'on appelle les transformateurs, ce sont les imprimeurs, ce sont les verriers, ce sont les cartonniers, ce sont les capsuliers, qui sont des industriels et sur lesquels on s'est rapproché en disant, voilà, pour pouvoir donner un outil très simple en viticulture de lecture, hein, alors là, je vais prendre l'exemple du QR code pour que ce soit plus simple pour tout le monde, je veux dire, c'est que il faut qu'on puisse déposer ce QR code unitaire chez les transformateurs et que lorsque le vigneron reçoit sa capsule, son étiquette, sa bouteille ou son carton, il n'ait juste de la faire que de la lecture. Donc la lecture, c'est ni plus ni moins des scanettes, hein, je veux dire, c'est des trucs très basiques. Hein. Mais si on fait ça en amont, on solutionne toute la partie justement aval chez le vigneron où là, généralement, si on veut parler de traçabilité sur les grosses structures, vous imaginez bien, évidemment, vous avez des robots, etc. C'est quand même plus simple. Mais en viticulture, si vous ne faites pas ça, c'est simple, ils n'y vont pas. Hein. C'est impossible financièrement et même au niveau de l'opérationnel, le vigneron lui demande de faire du vin avant tout, donc ça devient compliqué. Donc voilà ce qu'on a réussi entre guillemets à convaincre pendant toutes ces années, petit à petit, les transformateurs, avec un effet quand même qui a été porteur, clairement, c'est que nos amis imprimeurs ont commencé à investir dans des machines qui s'appellent les presses numériques. Donc je ne sais pas si certains connaissent tous ce métier, mais si vous voulez, les imprimeurs ont des demandes de plus en plus fortes sur du flux tendu. Et donc ils ont été obligés aussi d'innover et d'avancer sur une technologie qui est l'impression numérique, qu'on appelle. Donc c'est comme des grosses imprimantes de bureau, enfin j'exagère, mais c'est un peu ça. Et surtout l'avantage de ça, c'est quand ils fabriquent des étiquettes, ils peuvent en fabriquer 50, 100, 3000, faire de l'amalgame. Et donc il n'y a pas de déchets, il n'y a pas toutes ces bandes d'amorces nécessaires, etc., etc. Et clairement, c'est un outil nécessaire pour amener de la variabilité. Et quand j'ai commencé, dans le secteur bordelais, quatre imprimeurs avaient chacun une presse numérique. Aujourd'hui, ils en ont tous 4 ou 5 et toute la France aujourd'hui en a envahi parce que clairement, ça répond à ces demandes de flux tendus, mais aussi en termes de variabilité. Donc, c'est-à-dire que non seulement, évidemment, on a une solution chez le transformateur, mais je dirais le temps travaille aussi dans ce sens. Quoi. Alors, vous avez commencé dans le Bordelais, vous nous le racontiez. Maintenant, vous êtes présent sur tous les vignobles français, peut-être même à l'étranger aussi. Malheureusement, pas tous sur les vignobles français. Non. C'est vrai que jusqu'à présent, j'étais tout seul. Donc, j'ai essayé de cibler évidemment quelques secteurs. Hein. En Champagne, pour certains, si en accent de Champagne, peut-être connaissent la coiffe Chloé, qui est une coiffe sur laquelle on a donc développé plus de 7 ans de recherche et développement et de convaincre aussi les capsuliers d'y aller. Donc, de déposer des QR codes unitaires sur chaque coiffe. Donc ça représente plus de 20 millions de coiffes par an aujourd'hui. Après, on travaille évidemment sur les secteurs de Provence, où on a été sollicité par des grandes marques, puisqu'ils travaillent sur la distribution. Et sur la distribution à l'étranger, ils sont obligés d'avoir une rigueur en termes de traçabilité, clairement. Ce n'est pas forcément un sujet anti-contrefaçon qui concerne, mais plus la traçabilité sur ce marché. Sur Bordeaux, évidemment, historiquement, on y est en place, avec la chance avec des très très grandes marques et des grands volumes. En Bourgogne, on essaie de venir. C'est plus compliqué quand on habite à Bordeaux. mais ça change puisque donc, on a décidé, enfin du moins la direction générale a décidé d'y mettre les moyens. Donc depuis peu, je suis enfin accompagné avec un commercial là, depuis un mois sur Bourgogne, Champagne, Alsace, qui va être en mission donc venir conquérir ce territoire. Avec aussi une personne qui est maintenant sur Bordeaux. Et donc moi, je vais pouvoir un petit peu plus prendre de recul et avec l'objectif aussi de recruter dans le sud-est pour avoir effectivement encore plus de présence, voilà, clairement. Alors la question qui vient naturellement aussi par rapport à un travail comme le vôtre, parce que là encore, il y a une collecte énorme de données qui est récupérée, mais comment on la valorise, comment on l'utilise cette donnée quand on est viticulteur? Alors c'est évidemment la deuxième couche, c'est-à-dire que comme vous dites, c'est très facile maintenant d'implémenter ces codes unitaires chez le transformateur. On a mis des outils en place chez le vigneron pour qu'il puisse rendre ce produit intelligent à l'unité au moment de sa production. Donc il va y rentrer son lot de produits, sa désignation produit, à quel client il envoie. Hein. Et après, évidemment, ces données remontent sur ce qu'on appelle un back-office. Et ces données, je précise, appartiennent à la marque. Donc ces données, lui, peut être utile pour plusieurs choses. Alors la première, c'est d'avoir ni plus ni moins de retour terrain, c'est-à-dire qu'évidemment le flash du QR code, par exemple par consommateur, devient finalement un moyen pour lui de vérifier si ces bouteilles sont bien scannées et pourquoi pas géocaliser les produits quand elles sont flashées aux États-Unis, en France ou ailleurs, et de voir la présence de sa marque. On a aussi le phénomène que ces données peuvent être exploitées pour d'autres fins qui lui sont propres à lui.
Alors peut-être que c'est un sujet que vous voulez aborder, mais aujourd'hui on entend beaucoup parler des plateformes NFT, et donc c'est des données que pourraient exploiter les vignerons et mettre sur des plateformes NFT pour pouvoir Juste accompagner. pour précision, les plateformes NFT, on peut expliquer en 2 mots? Alors, en 2 mots, alors nous on ne fournit pas ce type de service, mais le NFT, si vous voulez, c'est on peut appeler ça une place market, quelque part, où finalement les vignerons pourront déposer leur code unitaire, qui correspondront à un produit, comme un certificat de propriété, et qui permettra à des consommateurs finaux d'acheter ces codes et ces bouteilles en fait associées à ces codes, et puis donc de pouvoir, sans être entre guillemets en possession de la bouteille, revendre finalement ces bouteilles à qui le souhaite au fur et à mesure. C'est-à-dire que le certificat de propriété pourrait passer de main en main et laisser les bouteilles en stock à la propriété ou chez un entrepositaire, ce genre de choses. Voilà un peu le principe, je dirais, de base de l'NFT. Et donc évidemment, on est extrêmement sollicité par ces plateformes. Nous, on leur répond systématiquement, écoutez, on a effectivement toutes les données, mais elles appartiennent à la marque. Donc c'est au choix de la marque de dire si elle veut ou pas aller sur les plateformes. Après ça, c'est un autre débat. Mais clairement, en effet, ces données aujourd'hui, et c'est ce qui fait aussi un peu la force de la TT, c'est qu'on est reconnu dans d'autres marchés et d'autres filières. On est quand même sur une démarche ISO 22001, donc qui est la démarche la plus élevée en termes de cybersécurité. On est quand même une entreprise considérée entreprise stratégique française, il faut le savoir, parce qu'on travaille beaucoup avec le gouvernement, la Banque de France. Donc ça nous impacte terriblement parce qu'on doit effectivement respecter de très nombreux critères. Et j'ai envie de dire que ces éléments-là sont évidemment des éléments rassurants pour nos clients les plus prestigieux qui nous font confiance, parce qu'on va arriver dans un nouvel ère aujourd'hui, et peut-être que je pense que le sujet va être abordé jeudi matin, qui est donc les valeurs nutritionnelles avec la construction d'un QR code. C'est quelque chose aujourd'hui évidemment que l'on est capable de proposer à nos clients existants, qu'on a même aussi proposé pour le reste de la viticulture. Et il va falloir être très prudent parce que de très nombreux acteurs nouveaux viennent se mettre dans la brèche, et ce qui est tout à fait normal parce que le potentiel est énorme. Mais ceci dit, il va falloir être très prudent sur la portabilité des données, il faut s'assurer que le QR code soit consultable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à travers la planète, et non pas flasher et attendre 2 minutes que ça s'affiche. Donc tout ça, il faut prendre en conscience que derrière ce rideau, il y a évidemment des partenaires ou des choses à respecter pour pouvoir que ce soit fonctionne tout simplement, mais aussi pour pouvoir rassurer le viticulteur que ces données ne sont pas perdues dans la nature. Exactement. Et de quelle manière ça pourrait évoluer, ce travail de traçabilité dans les 2-3 ans qui viennent? Parce qu'on a bien conscience que ça évolue d'une manière extrêmement rapide. Ça peut donner un petit peu quand on y pense, mais vous, j'imagine que vous réfléchissez déjà à des solutions peut-être auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Alors, à la limite, sans vous révéler des secrets, mais il est certain qu'on est déjà dans un, comment dire, ce qu'on appelle un projet très important, qui est le métaverse. Ouais. C'est-à-dire que clairement, donc on parle donc des QR codes unitaires, la traçabilité unitaire, donc les codes, la donnée. Voilà, donc ces données évidemment sont constituées, et puis ensuite donc il y a ces plateformes NFT, et demain on parle du projet donc transformateur qui s'appelle la Métaverse, qui donc alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais avec mes mots à moi je vais essayer d'être assez simple, mais voilà, c'est une grande plateforme digitale où on pourrait être propriétaire d'une Porsche quelque part sans l'avoir en physique, mais l'avoir dans le Métaverse. C'est un peu ça. Mais il est vrai que aujourd'hui il y a 2 grandes plateformes Métaverse, donc Meta qui est donc américain et WeChat qui est chinois. Et donc aujourd'hui, le gouvernement français s'en inquiète fortement, à savoir qu'on est quand même les plus gros faiseurs de marques de luxe, et qu'il est quand même pas normal de savoir que ces marques peuvent être sur des métaverses étrangers. Et donc ils ont challengé différentes entreprises françaises pour justement répondre à cette transformation importante. Alors on a la chance d'y répondre. Est-ce qu'on sera sélectionné? Ça sera notre sujet, mais il est certain que ça ce sont les projets transformateurs de 10 ans. Voilà, ça c'est demain, c'est effectivement la capacité dans le métaverse d'avoir le lien entre le physique et le numérique, et d'apporter donc un système qui va permettre d'authentifier le produit numérique par rapport à un produit physique. C'est un peu ça le débat. Après, je ne sais pas si j'étais clair, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de l'expliquer quand on est encore très loin du concret, mais c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup Maxime Lecoutaler. On va en venir à vous, Stéphane Bridet. J'ai l'impression que ça vous laisse un peu perplexe tout ça, non? Alors, je rappelle simplement que vous êtes donc viticulteur à Rully, dans le nord de la Saône-et-Loire. Je crois que ça marche, ouais. Alors, c'était intéressant à double titre de vous avoir avec nous aujourd'hui, parce que vous êtes viticulteur et c'est important d'avoir le regard d'un viticulteur sur tout ce qui se passe en matière d'innovation. Et puis, il se trouve que vous êtes
quelqu'un de très curieux par nature, vous êtes toujours en veille sur les innovations, mais vous êtes aussi capable justement d'avoir ce regard critique, de faire un peu le tri entre ce qui vous semble un peu peut-être ésotérique ou tout simplement pas adapté à votre réalité de travail. Donc voilà, je voulais que vous me parliez un petit peu peut-être déjà de l'approche qui est la vôtre en termes d'innovation. Bonjour à tous. Donc oui, comme vous l'avez dit, j'ai toujours été un petit peu curieux et j'ai toujours essayé de rechercher ce qui pouvait faire avancer le métier, parce que c'est quand même intéressant. Donc j'ai eu la chance de faire partie depuis très longtemps d'un organisme qui s'appelle le groupe des jeunes professionnels de la vigne, donc en Bourgogne, qui a toujours été branché innovation. Alors c'est vrai que par rapport à ce qu'on vient d'entendre, à l'époque, il y a 30 ans, j'ai des témoins dans la salle, on essayait d'inventer des nouvelles techniques, ça a été très pratique, c'était la pulvérisation, le labour, enfin des trucs beaucoup plus pratiques, beaucoup plus terre-à-terre, terriens. C'est vrai que maintenant, on a complètement changé. Maintenant, ce que je disais il y a quelques temps, il y a 30 ans, les stages étaient des stages de soudure. Maintenant, on fait toujours de la soudure, mais sur des micro-composants, quoi. Donc ça a quand même un petit peu évolué. J'en ai fait partie des cobayes de fabrication des micro-stations connectées, météo, là. Alors, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, moi, il y a des trucs qui me dépassent complètement. Par exemple, l'histoire de métavers, moi, une bouteille, c'est une bouteille. Si je la touche pas, ça m'intéresse pas. Une Porsche, ça sert à rien de l'avoir dans le métavers si on peut pas monter dedans. Donc j'avoue que là, je suis complètement dépassé. Ça me passe complètement au-dessus de la tête et j'en vois pas du tout le côté... Enfin, je vois pas la finalité, en fait. Je reste avant tout un terrien, quoi. D'ailleurs, je précise que vous êtes sur les appellations Rully, Bouzeron et Mercuret. Oui. Je ne l'avais pas précisé. Ça, c'est pas hyper grave. Oh, c'est important quand même. Ça vous situe dans le décor. Oui. Malgré tout, alors, dans votre parcours, vous vous êtes intéressé de nombreuses fois à des innovations. La clé pour vous, c'est vraiment l'innovation. Elle est intéressante à partir du moment où elle répond au contexte qui est le vôtre, qui n'est pas forcément le contexte qu'on peut trouver dans le Languedoc ou dans le Bordelais, voilà, c'est des choses très très différentes. Et voilà. Et puis en termes peut-être de rentabilité aussi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui participe à la rentabilité de votre exploitation, parce que vous êtes aussi un chef d'entreprise. Alors l'innovation, elle doit déjà pour moi être pratique. Ça veut dire il faut qu'on puisse la mettre en œuvre au niveau de nos exploitations, de nos entreprises. Si c'est une innovation pour une innovation, j'en vois pas l'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de la mettre en pratique, c'est il faut qu'elle réponde à plusieurs critères. Il y a éventuellement un critère économique, il y a un critère... Alors, à l'époque, je vais parler d'un truc qu'on a mis en place avec le GJPV, qui était donc la réduction de dose. On a fait ça de façon complètement empirique, on s'est fait savater par la protection des végétaux, évidemment les distributeurs de produits, parce qu'on s'est dit, on a eu un raisonnement de paysans en se disant on doit pouvoir améliorer nos systèmes de pulvérisation, mettre moins de produits, etc. Donc ça répondait, je pense que le premier critère il y a 30 ans n'était pas spécialement un critère écologique, parce qu'il y avait peu de gens qui étaient engagés dans les démarches bio. Maintenant, je pense que ça deviendrait le critère principal. Il y avait un critère économique, parce qu'effectivement, mettre moins de produits, ça permettait d'économiser. Donc il faut quand même que ça réponde à ça. Il y a 3 critères pour moi. C'est l'environnement, l'écologie, j'aime pas le terme, c'est trop politique. Il y a l'environnement, il y a l'économique, et il y a ce que Guillaume a cité, le bien-être du personnel, des riverains, des vignerons, etc. Donc tout ce qui peut permettre d'améliorer tout ça, je vois ça par exemple, là, ça fait presque une heure que je l'ai sous les yeux, je suis honnêtement fortement tenté par essayer ce genre de produit, parce que je réfléchissais pendant qu'on discutait à ce qu'on pouvait en faire. Il y a effectivement un côté, il y a le dos, il y a tout ça, puis après il y a aussi un côté qualitatif. Ça veut dire que quand on a une hotte, on coupe le raisin, on le met dans le seau, du seau on le balance dans la hotte, de la hotte on le balance dans la benne. Alors donc il y a un côté trituration. Quand on balance avec une hotte, pour ceux qui ont déjà porté une hotte, on est obligé de faire une torsion du dos, donc on peut se flinguer le dos. Donc je me dis, tiens, il y a quand même un truc qui peut être intéressant, à la fois en termes d'ergonomie et en termes de qualitatif, puisque le raisin, il va aller du seau à la caisse, et de la caisse, il va aller sur un camion, et on va le mettre directement dans le pressoir. Vous en aviez entendu parler de ce dispositif ? Oui, j'avais vu ce que j'avais dit, j'avais vu un truc sur Facebook, j'ai tout de suite été voir ce que c'était, j'ai regardé la petite vidéo, je me dis, tiens, c'est pas con comme truc. Et en plus, le côté recyclage charbon de vigne, etc., c'est un côté, on rentre dans le côté environnemental, on va dire. Bien sûr. Et
Tout au long de votre carrière de viticulteur, vous avez eu l'occasion de tester comme ça pas mal de choses. Alors, je sais que vous travaillez beaucoup justement avec Guillaume Père, parce qu'il y a une équipe finalement très intéressante, très enrichissante pour vous. Qu'est-ce que vous avez pu tester jusqu'à présent? Après, il y a peut-être des choses justement qui ne vous ont pas convaincu du tout, d'autres au contraire qui ont été intéressantes. Donc récemment, on a parlé avec Guillaume l'an dernier au salon. Il m'a parlé de la fabrication de ces stations connectées. Alors nous, dans le vignoble, on a déjà des stations d'une marque quelconque, peu importe. On a déjà des stations connectées. L'intérêt de la microstation, c'était justement de pouvoir potentiellement les mettre dans plusieurs parcelles, de recueillir les données, parce qu'on se rend compte que même avec un maillage, nous sur la commune de Ruy, on a 11 stations connectées. Il y a des trous dans la raquette. Donc l'idée, c'était de se dire, on peut installer des microstations. Après, en les ayant, la construction, c'est sympa, c'était pas hyper compliqué. Par contre, j'ai tout de suite vu la limite technique du système, c'est la transmission de données. Ouais. Ça marche très bien si vous avez un domaine viticole. Je dirais que ça marcherait super bien à Bordeaux. Vous avez un domaine, les vignes autour, et c'est complètement plat. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué, puisque nous, les domaines sont au milieu des villages, donc avec des murs. Les vignes sont réparties. Donc là, même si l'idée à la base, elle est super intéressante, la donnée, pour l'instant, la transmission de données, elle n'est pas, en tout cas dans mon cas, elle n'est pas utilisable. Et l'exploitation des données, c'est quelque chose, vous, qui vous semble important en tant que viticulteur, justement. Si vous récupérez des données sans les utiliser, ça ne sert à rien. Je veux dire, il y a un moment, je suis le paysan du coin, on va dire, là, de la station. Je veux dire, on a un côté, faut que ça soit pratique. Donc si vous avez des données, vous récupérez des données, mais que vous en tirez aucun résultat, je vois pas l'intérêt de récupérer des données. D'accord. Et le fait d'avoir cette curiosité pour l'innovation, ça c'est quelque chose qui vous conduit dans votre métier vraiment. Pourquoi? Parce qu'à la limite, on pourrait imaginer qu'un viticulteur, finalement, il travaille comme on travaillait son grand-père. Il y a quelque chose, il y a une continuité finalement qui peut-être fonctionne pas aussi mal que ça. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vous dire, oui, mais il va peut-être falloir faire évoluer mes modes de travail? La première chose, c'est une recherche de qualité. Alors, qualité, c'est très vague, mais la première qualité, moi, tout ce qu'on appelle les trucs, comment on appelle ça, les certifications de qualité. Moi, la qualité, c'est la qualité du produit. Je veux qu'un vin soit bon. Donc, s'il est bon, il se vend, etc. Bon, peu importe. Donc, c'est toujours la recherche de la qualité de mon produit. Après, il y a la qualité de vie. On est revenu. Puis, il y a un moment, il y a un côté personnel d'intérêt. Je veux dire, je suis curieux. Puis après, on est poussé par on va dire ce qu'on appelle la société. Tout à l'heure, vous avez parlé des valeurs nutritionnelles. Je trouve ça d'une aberration effrayante. Je n'ai jamais vu en 30 ans de carrière un client me demander le taux de lipides, de glucides ou de taux de sucre dans un de mes vins. Je n'ai jamais vendu un vin avec ce genre de truc. Malheureusement, la société fait qu'on crée des besoins à ces gens-là, qui s'en foutent à la base, complètement. Mais on crée des besoins et malheureusement, on est obligé d'y répondre. Vous avez parlé des QR codes, donc c'est un peu là-dessus que le BIVB a l'air de vouloir se décider, sauf que les Allemands n'en veulent pas. Ils veulent que tout soit marqué sur l'étiquette. Donc c'est plus des étiquettes de vin qu'on va avoir, ça va être des étiquettes de banania ou de cake, mais bon, malheureusement, voilà. Donc de toute façon, on est poussé par la société vers ce genre de trucs, ce que je trouve fort dommage. Ouais, parce qu'on s'éloigne complètement du produit. Maintenant, on ne va plus vendre du vin, on va vendre des valeurs nutritionnelles, des certifications, des histoires. Alors ça, c'est à la mode, mais on ne va plus vendre du vin. Et ça, c'est dramatique, à mon point de vue. Et est-ce que vous avez remarqué ces derniers mois ou ces dernières années des innovations qui, alors, sont peut-être pas encore finalisées, pas complètement abouties, mais qui vous semblent porteuses dans le contexte de travail qui est le vôtre, qui vous semblent porteuses de choses intéressantes? À tout ce qui est robotique, c'est vrai que quand on arrive ici, qu'on voit il y a 2-3 robots qui sont installés, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Après, c'est toujours pareil, on a la limite du parcellaire, il y a plein de contraintes techniques qui font qu'on ne s'est pas forcément adapté à notre situation propre, mais enfin, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant à travailler là-dessus, parce qu'effectivement, ce qu'on disait, on a des problèmes, nous, à recruter du personnel, ça devient récurrent. Quand on regarde dans les équipes viticoles, la moyenne d'âge du personnel est vachement élevée. Et on ne trouve pas beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans le métier. Donc ça veut dire que le métier n'attire plus, pour des questions de pénibilité, de tout ce qu'on veut, mais ça peut résoudre une partie des problèmes.
Guillaume Père, je voulais vous repasser la parole parce que voilà, je voulais on a eu un aperçu donc de l'innovation sous des formes très très diverses, avec des étapes qui interviennent plutôt à des étapes différentes dans la production du vin et du raisin. Vous en tirez quelle conclusion, quelle analyse vous globalement vous retirez de ce paysage innovant? Alors, ça concerne tout le cycle, que ce soit le cycle de fabrication, de vente. En fait, c'est du 360 degrés. C'est-à-dire que l'innovation, on va la retrouver de partout. On se rend compte qu'il y a vraiment des besoins à tout niveau, que ce soit de la petite innovation. On parlait des petites stations. Enfin, j'en profite par ailleurs. On va profiter de l'expérience de Stéphane pour optimiser justement ces problèmes de connectivité. Voilà, on a un partenaire fort aussi avec le Vitilab qui s'appelle Orange, qui développe un réseau qui permet de combler par exemple à ce genre de manque. Ça, c'est pour l'exemple. Mais l'innovation, on va vraiment la retrouver sur tous les niveaux. Voilà. Et c'est grâce, et une fois de plus, je souligne le travail d'Agronov à ces réseaux d'acteurs innovants qu'on va enrichir justement toutes ces étapes du process et de la commercialisation pour trouver vraiment des solutions pertinentes qui vont apporter vraiment de la plus-value dans les métiers. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qui est fait à travers ce qui est fait par Agronov, c'est que justement votre position un petit peu au carrefour des entreprises innovantes et puis des attentes du terrain fait que même des innovations dans le domaine viticole peuvent aussi connaître des prolongements dans le domaine agricole au sens large. Hein. Je crois que c'est vous, Marc Ouvrier, justement, qui évoquiez ça, le fait que le travail que vous faites actuellement sur le zonage climatique en vigne pourrait, pourquoi pas, connaître un prolongement par rapport à la production agricole. Enfin, on est dans un contexte actuellement où il y a les aléas climatiques qui sont récurrents, où il y a une réforme de l'assurance récolte. Enfin voilà, des choses qui sont des impacts, qui ont des impacts forts. On peut imaginer ça à votre niveau. Ah oui, complètement. Oui, c'est après la connaissance climatique locale, on le voit dès qu'on étudie un secteur, des fois on se retrouve avec d'autres cultures qui peuvent être présentes, des cultures pérennes. En Bourgogne, il y a la culture du cassis par exemple aussi qui est exposée aussi à pas mal de bouleversements liés au changement climatique. Mais après, les grandes cultures, les autres productions agricoles aussi doivent s'adapter. Et pour s'adapter, il faut avoir déjà la connaissance de l'exposition à ces problèmes-là, l'impact qu'on a. Et donc, il faut avoir cette information. Donc ça peut être bien sûr étendu à d'autres cultures. Lise-Laure Martin, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose ? Sur le lien entre filières, c'est vrai que c'est intéressant de le voir dans les deux sens. On a des outils par exemple de désherbage mécanique en viticulture qui peuvent être très bien adaptés à la filière cassis justement, avec un système racinaire un peu plus superficiel, donc ça demande de la recherche et développement, de la conception, mais par contre il y a du transfert qui peut être fait. Et à l'inverse, en termes de nouvelles technologies, dans les autres filières, on parle beaucoup. Enfin, le satellite est utilisé depuis très longtemps, notamment avec le signal RTK pour le semis de précision en grande culture. Le satellite arrive aujourd'hui en viticulture, notamment pour couvrir des zones blanches avec Orange et des solutions technologiques pour couvrir des zones blanches, et également sur les sujets du carbone et de la réduction, de la mesure du bilan carbone d'une exploitation entre une date et un an plus tard. Le satellite peut aussi permettre de faire ce genre de mesures, d'avoir un bilan à un an et d'en déduire des pistes d'amélioration pour le carbone, planter des haies ou autre. Voilà. Alors, on arrive petit à petit au terme de cette table ronde. Alors voilà, ce qu'on souhaitait, c'était également peut-être vous laisser la parole pour poser des questions, éventuellement apporter des remarques ou des précisions par rapport à tout ce qui vient de vous être présenté ce matin. Alors je sais bien que par définition, la première question est toujours la plus compliquée à poser, mais voilà, ne soyez pas timide. Moi, je peux vous apporter le micro si vous souhaitez obtenir des précisions par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que quelqu'un veut éventuellement poser une question ? Ne soyez pas timide, levez la main. Oui ? Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, Mathilde Rivière, je travaille chez Agronov, donc je fais partie de la maison, désolée. Mais j'avais une question pour monsieur le viticulteur. Quelle est à ce jour
l'innovation que vous utilisez qui a révolutionné votre métier depuis que vous utilisez et que vous avez mis en place sur votre exploitation? Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit tout début. Moi, ça a été vraiment le travail sur les produits phytosanitaires. C'est vraiment la chose qu'on a mis en place, que j'ai mis en place depuis je crois qu'on a commencé ce genre de truc en 92. Donc c'est pas récent. Et c'est vraiment quelque chose que je continue d'utiliser, ce qui fait que pour ceux qui sont vitiles dans la salle, on parle toujours des IFT. J'ai un IFT sans être bio, puisqu'une partie des produits bio ne sont pas comptabilisés. J'ai un IFT qui est ridiculement bas. Donc ça veut dire que pour moi, je fais un bon boulot. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place très vite et que je continue d'utiliser au quotidien, quoi. Donc c'est vraiment pour moi, c'est l'innovation la plus importante depuis que j'ai mis en place sur le domaine depuis. Donc maintenant, ça fait quand même 30 ans, quoi. Une autre question, peut-être? Oui. Alors, on vous amène un micro. Oui, bonjour, Gilles Brianceau, je suis responsable du cluster Innova en région Nouvelle-Aquitaine. J'avais une question plus spécifique pour Marc, pardon, pas sur Marc. Concernant la cartographie, sur la sensibilité au gel, tu as dit que vous superposiez une carte, je dirais, des cépages, de la précocité des cépages et de l'aléa, en l'occurrence le gel. Est-ce qu'on pourrait éventuellement coupler avec d'autres éléments de sensibilité? On sait que la sensibilité au gel, elle est très liée à la date de débourrement, qui est liée au cépage, mais qui est aussi liée à la climatologie de l'hiver, le cumul de température, la pluviométrie, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir, peut-être avec des capteurs, peut-être avec des choses un peu plus précises à l'échelon de la parcelle pour affiner cette sensibilité? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez ou envisagez de travailler? Oui, merci Gilles pour ta question. En effet, encore une fois, c'est pas pour rien qu'on lance un projet sur 2 ans. C'est qu'on va aussi, on a des informations, on a une méthode qui est là, mais il faut l'améliorer, la renforcer et affiner, et puis intégrer pas mal d'informations en plus. On peut tout à fait, par exemple, imaginer, on va y travailler aussi, utiliser des sondes tensiométriques pour avoir l'information sur la disponibilité en eau des sols. Donc, à la fois en hiver, mais aussi en été. Dans ce cas-là, on passe souvent l'été, mais en hiver aussi. Le niveau d'eau dans les sols peut avoir une incidence sur les effets du gel en plus ou en moins éventuellement. Ça, c'est des choses qu'on peut regarder. Et comme on va travailler aussi sur l'exposition aux fortes chaleurs, là aussi, faire le lien. Alors, je ne vous parle pas forcément d'irrigation en Bourgogne, attention. Mais en tout cas, c'est de la connaissance, encore une fois, du terroir. On a la partie climato, on a la partie végétale, on a la partie sol, et on veut essayer d'intégrer toutes ces données. Donc voilà, ça c'est un exemple. L'historique de données, ça aussi, de quelle manière on va l'intégrer, toutes les connaissances qu'il peut y avoir sur le végétal, sa sensibilité. Voilà, on va approfondir toutes les informations et si vous avez des idées ou des pistes sur lesquelles on ne serait pas allé sur cette thématique-là, je pense qu'il y a pas mal de choses à creuser, en effet, oui. Une dernière question? Pas de remarques, pas de questions? Écoutez, ça veut peut-être dire qu'on a été assez... Oui, bien sûr. Allez-y, je vous en prie, Maxime. Oui, parce que malgré mon métier, je m'intéresse beaucoup. Vous faites bien. J'ai une nouvelle question pour vous. Est-ce que vous pensez que ça peut être justement des éléments d'analyse pour peut-être proposer aux appellations, aux organismes de gestion, de pouvoir planter d'autres cépages peut-être Oui, complètement. Après, l'adaptation derrière du matériel végétal, c'est une des pistes. Donc, il y a les cépages et les porte-greffes qui sont utilisés. Donc, peut-être mieux les positionner. Mais après, derrière, travailler aussi sur le choix, l'adaptation de nouveaux cépages, de nouveaux porte-greffes qui aujourd'hui ne sont pas implantés, mais qui demain peuvent présenter un intérêt justement pour améliorer, limiter l'exposition à des risques de gel ou des fortes chaleurs ou des choses comme ça. Oui. Bien sûr, bien sûr.
Bien, écoutez, je pense qu'on va conclure ici cette table ronde. Peut-être... oui, non, mais je vous en prie, allez-y, au contraire, c'est très bien. Je voulais compléter. Alors, par contre, je reviens sur mon métier. Je voulais par rapport à la réaction de monsieur le viticulteur, que je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. C'est vrai que je ne suis pas un geek, hein, donc moi, avant tout, j'aime le vin et je reconnais que toutes ces nouvelles réglementations, ces obligations... je vais vous dire une chose, une confidence. Nous aussi, ça a été une vraie contrainte à la base. Hein. Puisque quand c'est le décret, ou du moins les premières écritures, remontent à plus de 3 ans, et donc nos clients existants historiques nous disaient mais comment ça va se passer, je vais avoir 2 QR codes sur mon étiquette, enfin bref, c'était le début de nombreuses discussions, quels ingrédients entrants, enfin bref, ça a été quand même assez épiqué au niveau des conversations. Et c'est vrai que en ayant vécu ça comme une contrainte, on a réussi à aborder la chose, on a apporté ça comme en même temps une opportunité. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en effet, la société pousse sur des choses qu'on n'a pas besoin, ou du moins qu'on ne se sent pas concerné. Malgré tout, à l'étranger, il peut y avoir des demandes particulières. Mais peu importe, à la limite, je veux dire, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais surtout, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est que de ces contraintes, on veut en faire une opportunité. C'est-à-dire que c'est là où l'innovation, elle n'est pas majeure en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'innovation, dans la filière vin, on est capable maintenant d'accompagner la filière avec des outils de plus en plus simples pour pouvoir pallier à ces contraintes et que justement ces contraintes puissent devenir aussi une opportunité sur du lien avec le consommateur, etc. etc. C'est-à-dire que voilà, c'est là où je voulais dire, évidemment, des fois, on peut vivre des choses comme des vraies contraintes, mais voilà, le but du jeu, c'est de pouvoir aussi peut-être des fois rebondir dessus et se dire, bon, bah, si je dois le faire, peut-être que je vais regarder maintenant ce que je peux en bénéficier ou ce que je peux en tirer. Quoi. Le plus compliqué, peut-être justement, d'arriver à concrétiser ces opportunités qui paraissent peut-être pas évidentes comme ça au départ, effectivement, mais à la longue, qui peuvent émerger. C'est mon côté optimiste. Bien, écoutez, on va remercier en tout cas nos 6 intervenants. Je voulais juste terminer peut-être avec un petit jeu, mais simplement vous demander à chacun et à chacune un mot qui pourrait, selon vous, résumer le mieux l'innovation en viticulture telle qu'on peut l'imaginer et avec ce qu'on peut en attendre. Qui veut commencer ? Peut-être un mot qui résumerait votre approche là-dessus. Je peux en dire 2. Oui, 2. On est preneurs aussi. Je vais dire multi-acteurs pour l'innovation et aussi multi-solutions parce qu'il ne faut pas choisir une seule solution quand on a une problématique. Maintenant, on est vraiment sur des approches systémiques complexes et c'est important d'avoir un regard global et donc de penser multi-solutions. Je confirme. Un petit peu facile. Oh, mais c'est vrai. Entre autres, on en parlait de valeur nutritionnelle. Il va y avoir plein de propositions, de plateformes. Et je pense qu'il faut bien s'ouvrir sur toutes les possibilités et pas se renfermer sur une plus qu'une autre. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis de vérifier quand même derrière, quand même, malgré tout, la solvabilité des données. Quoi. Ça va être primordial. Hein, c'est un enjeu, hein, clairement, de préserver ces données et la sécurisation de ces données. Jean-Marc Bourgon. Pour moi, en fait, c'est la curiosité et l'échange. Et puis, du coup, ça donne l'occasion de partager des belles aventures, de découvrir en plus du produit, c'est surtout les échanges qu'on peut avoir avec les différents partenaires et puis de développer quelque chose de nouveau. Donc, c'est toujours très enrichissant, quoi. Marc Ouvrier. Moi, je dirais peut-être la pérennité, puisque après, faire de l'innovation pour de l'innovation, si derrière, il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'intérêt, et ça ne permet pas derrière aux entreprises de continuer à être présentes et à pouvoir s'adapter en fonction des évolutions, des changements. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est ça. Il faut qu'il y ait une utilité pour la durabilité, la pérennité des entreprises. Stéphane Bridet. Pratique. Il faut que ça soit pratique. Que ça réponde à des problématiques et que ça soit facile à appliquer. Après, on va revenir au QR code, trucs comme ça. Même si ça emmerde tout le monde, on sait qu'il y aura des solutions qui feront que, au bout de 2 ans, on n'en parlera plus. Ça sera rentré dans les mœurs comme le taux d'alcool il y a quelques années, comme contient des sulfites, comme tous ces trucs. On gueule sur le principe. Après, on est obligé de le faire, donc on n'a pas le choix. Mais il faut que ça soit pratique à appliquer. Il faut que ça soit... Après, le côté rebondir en disant en faire des atouts, j'en suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on sait que quand on boit, y a de l'alcool, que c'est pas bon à la santé. Pour moi, c'est l'équivalent de fumer sur un paquet de clopes. On le sait, mais le public, je parle pas de vous, hein, mais le consommateur est tellement con qu'il faut lui dire. Je trouve ça dommage.
On dit qu'on évolue. Dans les manuels techniques des bagnoles, avant, on apprenait à régler des soupapes. Maintenant, on vous dit qu'il ne faut pas boire l'eau de la batterie. Je ne suis pas sûr qu'on gagne en intelligence. Guillaume Père. Alors la curiosité, la créativité, voilà, c'est personnel, mais pour aller dans le sens de l'innovation, il faut savoir sortir des sentiers battus et essayer tout en étant sur le côté pratique, hein, vraiment terrain, enlever des fois nos œillères pour essayer d'explorer des pistes auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui peuvent répondre à des solutions. Très bien, merci en tout cas beaucoup. On peut applaudir nos intervenants. Merci de votre attention. J'espère qu'on aura répondu à quelques-unes de vos attentes et de vos interrogations en tout cas. Et puis bon salon.